Bonjour. Ah bah oui, ça marche. Très bien. Eh bien écoutez, bonjour à toutes et à tous. On est très content de vous accueillir ici pour cette journée régionale des pharmaciens hospitaliers en région Auvergne-Rhône-Alpes. Et puis, bah écoutez, d'abord, je tenais à remercier le comité d'organisation qui, enfin, vous allez voir leur nom qui apparaît sur un carrousel. Je ne vais pas tous les citer parce on commence déjà même avec un petit peu de retard, mais on a un comité d'organisation composé de pharmaciens hospitaliers de la région et également de membres de l'ARS des différentes directions qui nous a bien aidé dans la construction de cette journée qu'on espère riche en échanges et en intérêt pour vous, mais on n'en doute pas sur les thématiques qu'on a choisies. Et je tenais également à remercier en anticipation tous les intervenants orateurs de la plénière de ce matin, mais également des ateliers. Alors on vous a expliqué un petit peu comment ça allait se passer en termes le programme, vous l'avez, il est affiché aussi à l'extérieur. Et puis on vous a donné toutes les consignes concernant les ateliers. Voilà, donc merci d'être présent. Donc bon, les arrivées vont encore un petit peu s'échelonner. Et puis on a une quarantaine également de collègues qui sont en visio avec nous et qu'on salue. Voilà, sans tarder, je vais passer la parole à Yann Lequet. Yann Lequet, directeur délégué à la DOS, pour ce petit mot d'introduction. Merci d'être présent. Merci Luc. Bonjour à toutes et à tous, donc en présentiel et à distance. Je crois, on parlait avec Luc juste avant, vous êtes à peu près 140. Alors tout le monde n'est pas encore arrivé, mais à peu près 140 entre ceux qui sont présents aujourd'hui et puis ceux qui sont derrière leur écran. Je crois que c'est la première fois depuis 2018 que vous faites une journée régionale Omédite. Donc merci beaucoup aux organisateurs de l'Omédite, de l'agence et au comité d'organisation. Je pense que c'est important effectivement d'arriver à retrouver après la période Covid, ces temps d'échange collectif, parce qu'il y a évidemment dans votre secteur beaucoup d'actualités. Donc c'est la journée qui s'appelle OMD ou OMID, d'ailleurs, je ne sais pas comment on prononce, mais les concepteurs nous diront. Je viens d'une région qui était la Normandie, où la journée Omédite, ça s'appelait Omédite-moi tout. Donc vous voyez, on rivalise d'imagination entre les différents Omédites de France. Quelques points rapides pour moi dans ce mot d'introduction, donc pour l'Agence régionale de santé. D'abord, préciser que c'est une journée qui intervient, mais c'est le hasard du calendrier, quelques jours après que la directrice générale a arrêté donc le nouveau schéma régional de santé qui va guider la politique de santé publique de la région pendant les 5 ans qui viennent, avec 3 grands défis qu'on va devoir relever collectivement. Évidemment, les pharmaciens de pharmacie à usage intérieur que vous êtes sont concernés par ces défis ou vont effectivement travailler pour essayer de les résoudre. Le premier défi que vous connaissez, c'est le vieillissement de la population, avec de plus en plus de maladies chroniques, avec de plus en plus de traitements médicamenteux pour les patients que vous prenez en charge, et donc évidemment à des enjeux importants en termes d'interaction entre les médicaments, en termes de iatrogénie médicamenteuse. Le deuxième enjeu, ce sont les disparités territoriales qui sont importantes dans notre région et qu'on va essayer de résoudre. Et puis le troisième enjeu, évidemment, l'attention sur la démographie de certains professionnels de santé, notamment à l'hôpital, notamment dans les établissements médico-sociaux. Évidemment, l'attention sur la démographie, vous y êtes évidemment confrontés tous les jours dans vos pharmacies. Je voudrais dire en deuxième point, vous remercier pour l'investissement qui est le vôtre au quotidien dans vos établissements, mais aussi dans les différents groupes régionaux auxquels vous participez, malgré un contexte qui est difficile, évidemment, un contexte d'exercice qui est difficile. D'abord, le sujet des ressources humaines, vous le connaissez évidemment, il peut toucher évidemment les pharmaciens de PUI, on pourrait parler aussi de l'officine, de vos collègues d'officine qui sont dans une situation qui, sur certains territoires, est compliquée également. Ça concerne aussi à l'hôpital les préparateurs. Évidemment, on le sait bien, à l'agence, c'est parfois source de difficultés pour la continuité des activités, pour aussi mener à bien l'ensemble des projets qu'on vous demande de mener, et ce, malgré, je dirais, tous les efforts qui ont été conduits ces dernières années en termes de coopération, de mutualisation, notamment dans le cadre des groupements hospitaliers de territoire.
Donc les tensions sur les RH, qui sont un contexte d'exercice difficile, et puis les tensions aussi ces derniers mois, ces dernières années sur les pénuries de médicaments, la difficulté qui a été la vôtre et qui continue à être la vôtre parfois à gérer les stocks. C'est chronophage, c'est compliqué aussi pour les patients, et donc on sait que ce contexte-là est difficile. Malgré ce contexte, je dirais qu'on est, nous évidemment, très contents de l'investissement qui est le vôtre. Je voudrais citer deux choses qui vous ont beaucoup mobilisé ces derniers mois, et on vous en remercie. D'abord, l'agence, donc vous le savez, a mené la campagne de renouvellement des autorisations des pharmacies à usage intérieur, alors notamment celles qui géraient des activités à risque. Donc ça a beaucoup mobilisé les équipes de l'agence. Je regarde Catherine Perrault, qui est la responsable du pôle pharmacie à l'agence, qui est là avec ses équipes aujourd'hui. Ça a beaucoup mobilisé les équipes de l'agence. Ça a beaucoup mobilisé aussi, évidemment, les équipes que vous êtes dans les pharmaciens à usage intérieur, puisqu'on vous a demandé, dans le cadre de cette campagne, beaucoup d'éléments, de précision, d'amélioration. Il y a eu des visites sur site, vous nous avez consacré le temps nécessaire. On a fait près de 90 dossiers à l'échelon régional qu'on a eu l'occasion de traiter, et avec, ce qui est intéressant, des vrais axes d'amélioration qui ont été proposés par les établissements, par les pharmaciens, par les chefs d'établissement, des vrais axes d'amélioration, notamment sur les conditions de préparation ou les installations techniques, notamment des préparations stériles, et puis également les systèmes d'information. Grâce à la précision des réponses que vous avez apportées, et puis aussi au regard des difficultés que vous avez pu soulever, on a, nous, pu mobiliser une enveloppe d'appui pour un certain nombre de pharmacies à usage intérieur, pour les aider notamment sur des travaux de mise en sécurité. C'est près de 2 millions d'euros qui ont été mobilisés à ce titre sur le fonds d'intervention régional. Et puis, deuxième élément sur lequel je souhaite vous remercier, puisque c'était l'actualité cette semaine, c'est la mobilisation de beaucoup d'entre vous sur l'évaluation du contrat d'amélioration de la qualité et de l'efficience des soins, les fameux CAQES. J'ai connu les CBU, les CBUM, maintenant c'est les CAQES. Donc on a tenu cette semaine notre comité régional avec les représentants pharmaciens des différentes fédérations hospitalières. Et on voulait là aussi vous remercier de votre investissement sur ce travail, qui est un travail important. Il y a 14 indicateurs, alors certains plus économiques, mais d'autres qui sont aussi beaucoup plus centré sur l'amélioration des pratiques. Et je pense que c'est ça également qui est important. Et donc, grâce à vos travaux, on a à peu près 70 établissements dans la région qui vont, dans les prochains jours, les prochaines semaines, bénéficier d'un intéressement global, régional, d'à peu près 1,8 million d'euros sur le volet médicaments. Donc, c'est un contexte difficile, et malgré tout, vous êtes mobilisés ces derniers mois. Et puis, vous êtes effectivement sur un métier en pleine mutation, en pleine évolution. Je crois que d'ailleurs c'est un petit peu le thème de votre journée, les mutations de l'exercice professionnel en PUI. Quelques éléments marquants pour nous, mais que vous allez dérouler finalement tout au long de la journée. D'abord, le déploiement de la pharmacie clinique. C'est une mission essentielle, évidemment, des pharmacies à usage intérieur, qui se développe de plus en plus. Essentielle pour sécuriser la prise en charge des patients, pour améliorer la sécurité des soins, notamment prévenir tout ce qui est iatrogénie. Alors, il y a beaucoup de choses autour de la pharmacie clinique, la conciliation médicamenteuse en entrée en sortie, le lien ville-hôpital, le renouvellement et l'adaptation des prescriptions par les pharmaciens. Je crois que vous aurez une table ronde tout à l'heure dédiée à ce sujet. Je crois vraiment qu'avec la pharmacie clinique, le pharmacien il est mis au centre finalement de la relation avec le patient et de la relation du patient avec les autres professionnels de santé, prescripteurs. Et donc vous devenez, via ça, je pense, un acteur essentiel de la qualité des soins et de la sécurité des soins à l'hôpital. Le deuxième élément de mutation, même s'il n'est pas nouveau, mais il évolue quand même beaucoup, c'est évidemment le numérique en santé. Là aussi, je crois que vous pourrez en échanger ce matin. Historiquement, ça a permis de sécuriser le processus de prescription, le processus de dispensation. On voit aujourd'hui qu'on est également dans le sujet de l'optimisation des prises en charge, comment je partage l'information au sein du parcours de soins du patient, comment je la partage avec les autres professionnels de santé. Et évidemment, en lien avec le numérique, votre profession va être bien évidemment confrontée à l'arrivée, à l'éruption de l'intelligence artificielle dans vos pratiques professionnelles du quotidien, chez les pharmaciens, chez les médecins, évidemment. De plus en plus, une médecine personnalisée avec de la population qui vieillit, multipathologique, et donc évidemment des gros enjeux en termes de sécurité des prises en charge, de bonne prescription, de juste prescription, de rediscussion du traitement. Et là, je pense qu'il faut voir aussi le numérique et
l'intelligence artificielle ou le case management, comme on dit parfois, comme vraiment un outil à notre service, à nous d'en faire le bon usage, le meilleur possible, mais c'est évidemment un outil à notre service. Et puis, dernier élément, je crois que vous aborderez également aujourd'hui, qui montre que votre métier est en pleine mutation, c'est tout ce qui va concerner la robotisation, l'automatisation, qui fait que les pharmaciens que vous êtes, évidemment experts et formés en tant que spécialistes du médicament, en tant que spécialistes des dispositifs médicaux, voilà, deviennent aussi des experts sur l'ensemble de ces enjeux, peut-être plus logistiques, peut-être plus sur la qualité de l'approvisionnement, mais on sait que ce sont des éléments extrêmement importants dans le fonctionnement au quotidien des PUI. Voilà, je ne serai pas plus long de mon côté. Je vais malheureusement pas pouvoir rester à vos travaux parce que je suis attendu à une autre réunion au siège de l'agence à 10h30, donc il ne faut pas que je traîne trop. Mais en tout cas, merci beaucoup à vous pour votre présence, pour celles et ceux qui sont à Lyon, pour celles et ceux qui sont à distance. Et encore une fois, merci beaucoup aux organisateurs de la journée pour avoir programmé ce temps d'échange. Je pense que c'est très important que vous puissiez vous retrouver et échanger sur les pratiques professionnelles qui sont les vôtres. Merci. Merci Yann Lequet. Et puis écoutez, oui, soyez pas trop en retard parce qu'on va m'en vouloir sinon. On va enchaîner tout de suite. On a déjà un petit peu de retard, mais on va faire en sorte avec Karine, pardon. Karine, je fais plusieurs choses à la fois. Vous voyez qu'un homme peut faire plusieurs choses à la fois, contrairement à ce qu'on dit. Voilà. Et donc avec Karine, on voulait profiter de cette journée, pour vous présenter un petit peu les travaux que l'on mène au niveau de l'Omédit et vous faire partager d'abord ces travaux et puis vous rappeler qu'on est à votre service. Oui, c'est à moi de passer. Qu'on est à votre service pour vous accompagner dans vos pratiques de tous les jours. Du moins, on l'essaye. Alors, pour vous accompagner, vous avez une équipe qui s'est un petit peu renforcée ces derniers temps avec l'arrivée de Frédéric, il y a maintenant 2 ans. Donc Frédéric qui s'occupe plus particulièrement, il est en régie, donc vous ne le verrez pas, vous le verrez tout à l'heure. Frédéric Gervais qui s'occupe plus particulièrement de la thématique gériatrie. Et puis Florent, alors lui c'est le petit nouveau qui vient d'arriver, qui lui aussi se partage entre un établissement de santé et l'Omédit. Il est à mi-temps sur des thématiques de cancérologie. On a aussi deux assistantes. Alors une assistante qui va arriver bientôt, Fatima. On a aussi Aurélie qui nous a rejoint il y a 1 an pour nous aider sur elle est chargée d'études statistiques et comme un observatoire, ça a besoin de triturer un peu les chiffres et les bases de données. Elle nous aide beaucoup sur cet aspect-là. Et puis on accueille un interne tous les semestres, et cette semestre c'est Marion qui est avec nous. Et puis on a un recrutement qui doit être en cours. Voilà. Alors nos activités socles, en fait, elles se déclinent en différents axes. On travaille qu'on va développer assez rapidement tout à l'heure, donc je vais être assez court, sur la qualité et la sécurité des soins. Donc on analyse également des données, on vient d'en parler. On est en appui de la contractualisation, le fameux CAQES dont on vient un petit peu de parler et que vous connaissez bien. On a été aussi en appui des établissements sur tous les aspects de gestion de crise et de produits en tension. Alors sur les 2 ou 3 années qu'on vient de vivre comme vous avec le Covid, on a essayé de vous aider un peu sur tout ce qui était rupture de médicaments, sur la distribution des vaccins. Et puis on est il y a un petit peu une queue d'activité sur encore quelques produits, et notamment actuellement on essaye d'être en appui des établissements et de l'ARS sur la gestion de Beyfortus. On fait quelques études de médico-économie et on participe à des travaux nationaux à la demande de différentes instances au niveau national. Et dernier point, donc on essaye de communiquer un peu sur un certain nombre de sujets, de vous appeler de l'information et de la formation avec les moyens qui sont les nôtres, et notamment le site internet.
Karine. Donc on voulait en profiter aujourd'hui pour essayer de vous présenter très brièvement la manière dont on travaille et dont on construit notre programme d'action, puisqu'en fait on travaille à votre service et donc tout le monde a des centres d'intérêt différents selon les postes et les missions qui sont les vôtres sur le terrain. Et nous, on essaye de répondre aux besoins de chacun, tout public, public privé, SPIC, et DM, médicaments, pharmacie clinique. Et donc, on n'est pas forcément visible sur tous les thèmes. Pour autant, on essaye d'être à l'écoute de tous les besoins. Donc, on a essayé de vous présenter en fait l'expression des besoins qui arrivent à notre niveau et qui en fait nous aident à construire notre programme d'action. Donc, on a les sollicitations ponctuelles, que ce soit vous pharmaciens ou d'intervenants ou d'établissements, de groupes d'établissements, des fois des médecins, des fois des équipes qui nous posent des questions ou qui nous alertent sur des problématiques particulières. On a aussi des suivis d'indicateurs, donc le CAQES, les enquêtes ATIH, qui sont des moyens pour nous, en tout cas des attentes de la part des autorités nationales, de nous demander de suivre les dépenses, par exemple. Les couleurs ressortent pas très bien. Celui du milieu, c'est les partenariats, il me semble. Tout ce qui est partenariat, effectivement, puisqu'on est organisé au sein d'une région. Et donc, nous avons des partenariats avec l'URPS, les réseaux de cancéros sur des thématiques un peu plus spécifiques en règle générale. Et puis, les groupes techniques, vous avez dû soit y participer, soit en entendre parler. Donc, au niveau de l'Omédit, on anime des groupes techniques pour justement être au plus près de vous et de vos besoins et essayer collectivement de pouvoir apporter des réponses ou des outils à des problématiques que vous rencontrez régulièrement. Et donc, nos manières de répondre à ces besoins, c'est soit des productions d'outils ou de rapports, faire des propositions d'accompagnement. On en parlera un petit peu plus tard, mais celui, en tout cas, dont je m'occupe par exemple, ça va être sur les dispositifs médicaux et tout le circuit d'informatisation en lien avec l'arrêté RETEX. Les différentes enquêtes que vous pouvez recevoir, alors on évite d'en faire trop, puisque c'est quand même jamais très agréable de passer des minutes et des minutes à répondre à des questions, en tout cas côté acteurs de PUI. Et en ce qui nous concerne, par contre, on a à cœur de pouvoir vous interroger pour avoir une réelle information du terrain et de la temporalité. Les problèmes ou les solutions peuvent arriver et il faut qu'on soit à l'écoute de la région. Certains peuvent avoir des solutions, mais pas tout le monde. Donc il faut qu'on ait ce degré-là aussi d'information. Et comme l'a dit préalablement Luc, notre moyen, c'est aussi d'organiser des événements, des webinaires pour de la communication de formation, d'information. Donc là maintenant, on va essayer d'en profiter pour faire un peu de la pub, on va être très clair, c'est-à-dire essayer de promouvoir le travail qu'on fait qui n'est pas forcément vu, parce qu'on sait que quand on travaille en PUI, aller chercher de l'information, c'est du temps et on l'a pas forcément. Donc l'information, on l'amène à vous aujourd'hui. Donc en ce qui concerne la communication, la formation, on vous a sélectionné 3 exemples. Le premier, c'est un e-learning qui a été créé par notre collègue Frédéric Gervais lors de la soirée des IP sur le diabète qui s'était déroulée à Clermont-Ferrand, oui, tout à fait, à Clermont-Ferrand. Donc, tous les outils qu'on va vous présenter ou tous les travaux sont sur notre site internet et consultables en accès libre, sans problème, normalement. Il y a le bulletin d'information pour lequel on a une liste de diffusion proactive, puisque si vous êtes inscrit ou si vous êtes référent au Médit, normalement, une fois par mois, vous le recevez, notre bulletin d'information. Donc, il y a quelques mois, ou l'année dernière, il me semble qu'on avait fait passer une enquête de satisfaction pour savoir si le format vous convenait et le contenu vous convenait. Et récemment, on a déployé avec le réseau de cancéros, du coup, la newsletter, le réseau de cancéros et pas que, mais la newsletter APAC orientée sur l'immuno et... Sur les médicaments en APAC en cancéro. Oui, tout à fait. Voilà, en cancéro. Alors aussi quelques travaux nationaux. Alors notamment avec le réseau Médit, on avait développé une cartographie des PUI qui réalisent des rétrocessions. Donc ça, c'est un outil qui peut être en appui notamment d'information des patients pour de la rétrocession. Et puis on réalise également
Actuellement, alors c'est un accompagnement PAM, c'est plutôt une expérimentation, une évaluation. Il y a 3 établissements dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Cette évaluation du PAM se fait à la demande de l'HAS et donc avec un certain nombre de régions et également les SRA, les structures régionales d'appui, en l'occurrence le CEPRAL en région Auvergne-Rhône-Alpes. On fait également, donc, en termes de travaux, eh bien, un accompagnement sur la gestion de la crise. Donc là, on avait édité et réalisé un petit flyer d'informations sur l'immunisation passive pour le Beyfortus. Notre cœur d'action reste quand même autour de la qualité et de la sécurité des soins. L'année dernière, en partenariat, donc vous voyez les logos à la fois avec des établissements de santé et à la fois avec l'ARS et le CEPRAL, nous avons construit un serious game nommé Enquête IGS sous la forme ce qu'on appelait nous les Sherlock. Un Sherlock Holmes géant, l'idée étant du coup de promouvoir les déclarations des EGS sous la forme d'une analyse des causes. Voilà, le kit est sur demande via le site internet. Nous avons aussi réalisé une série d'affiches autour de la pharmacie clinique et de l'action de la prévention auprès du patient et sur le sujet de la vaccination. Donc il y a une série de fiches sur notre site internet, pareil, accessible, qui fait un rappel. Du coup, là, je vous ai mis un petit un morceau de l'affiche sur la vaccination du sujet âgé. Mais on avait aussi la vaccination des patients immunodéprimés, la vaccination des patients en cancérologie. L'idée étant en fait finalement d'essayer de repositionner le pharmacien aussi, pharmacien clinicien qui verrait les patients et qui pourrait être sur le volet prévention. C'est vrai qu'à l'hôpital, on est vraiment dans le soin et on s'est dit qu'essayer d'avoir aussi cette action de prévention dès l'hospitalisation, ça pouvait être un volet qui était intéressant. En EHPAD, on le fait beaucoup. Dans le médico-social, on le fait pas mal pour le rattrapage de la vaccination. Et ça peut être très bien une action aussi de pharmacien hospitalier sur la clinique. On travaille donc avec la direction des événements indésirables au niveau de l'ARS sur l'analyse des événements indésirables graves et plus particulièrement sur un domaine qui nous intéresse, la prise en charge médicamenteuse. Donc ça donne lieu à une analyse qui peut arriver engendrer en fait la production d'outils, de mesures prises pour justement aider les établissements à prévenir en fait la survenue de ces EIG. Et puis, on travaille donc en réseau, alors en réseau avec notamment les réseaux de périnatalité, donc on a initié un travail, réseau de périnatalité, CRPV, assurance maladie et les URPS sur grossesse et médicaments. L'objectif étant d'une part bien, de réaliser des outils de communication à l'attention des professionnels de santé et des patientes sur le grossesse et médicaments, vaccination et médicaments. Et puis on fait aussi un travail d'analyse sur la base de données de l'assurance maladie sur les 2 précédentes années, sur l'utilisation pendant la période de grossesse, la dispensation de médicaments dits à risque. On travaille également avec le CRATB et le CEPIAS, et donc on a sur différents sujets, notamment donc on a collaboré à la rédaction d'un guide sur l'antibiothérapie chez la personne âgée. Et puis, comme ça a été dit précédemment, on a un certain nombre de collaborations avec le réseau OncoRA sur les domaines de cancéro et de pratiques en cancérologie, et notamment sur l'HAD. Et les fiches aussi, oui, la réalisation de fiches sur les médicaments de cancérologie orale, fiches d'information. On a
essayer de développer aussi, enfin on essaye de développer aussi des actions autour de la médico-économie, surtout depuis l'arrivée donc de notre collègue Aurélie Cardozo qui est chargée d'études stats. Le premier point était, on a à cœur d'essayer de vous donner des retours quand il y a des enquêtes. Et là, typiquement, je vous présente l'enquête ATIH qui, pour certains d'entre vous, pour ne pas dire la plupart, est parfois très chronophage à remplir. Donc on a fait une première restitution cette année ou l'année dernière en fait d'analyse des données. Alors une restitution assez globale. Et on a essayé du coup justement avec l'arrivée d'Aurélie de proposer des analyses plus fines. Alors comme les données sont des données globales de consommation avec à la base un volet achat, il est difficile d'aller chercher du soin ou du médical à travers les données qui sont restituées via l'enquête ATIH. En tout cas, la TIH a à cœur d'essayer de développer l'exploitation de cette base qui est le seul moyen d'avoir des informations régionales, des données de consommation des médicaments intra-GHS. Et les patients ne sont pas soignés que par des médicaments de la liste en sus. Donc on a essayé là, avec un partenariat avec du coup le réseau Médic, donc le réseau des Omédic, Travail National, d'aller regarder finalement par discrimination les médicaments avec un service médical rendu insuffisant et regarder leur taux de consommation, qui les consomme, très bien, et apporter une solution et vous proposer du coup des conduites à tenir en cas de demande ou d'expression de besoin médical de médecin, de prescription, de CSMRI. Par quoi est-ce qu'on peut les remplacer, comment et quelles sont les alternatives en fait à vous proposer. On a aussi du coup des actions, comme on l'a cité, de communication et de formation. Je vous ai repositionné donc un webinaire qu'on avait fait en... J'ai toujours des problèmes avec les dates, je dirais 2021 ou 2022, autour du DM intra-GHS et d'une actualité sur la réglementation et le déploiement de cette nouveauté, donc remontée via le PMSI de DM qui sont non pas sur la liste en sus, mais qui sont intra-GHS, avec comme objectif final de nos autorités, en fait une surveillance sanitaire plus que du coup de la remontée économique. Donc obligatoire, mais déploiement via l'IUD, donc qui nécessite quand même un système d'informatisation un petit peu plus déployé. Donc les webinaires avaient été suivis par plus d'une centaine de personnes et qui sont positionnés sur notre chaîne YouTube, oui, tout à fait. Sur Oui, co-organisation en fait de d'autres événements et notamment avec nos collègues de l'échelon régional de matériaux-vigilance. On co-organise maintenant depuis 3 ans une journée régionale des DM et de la sécurisation des dispositifs médicaux et de matériaux-vigilance. Cette journée aura lieu cette année le 14 mars, je crois. Enfin, vous aurez l'information en temps et en heure. Et puis aussi, alors on co-organise avec les réseaux de cancérologie et l'Omédi de PACA, et également l'URPS pharmacien PACA et Auvergne-Rhône-Alpes, industriels et des collègues qui s'occupent d'oncologie, les journées pharmacie clinique en oncologie qui ont lieu cette année le 1er décembre. Il est encore temps de s'inscrire pour ceux qui sont intéressés. Je vais faire une petite annonce intercurrente. Le propriétaire de la voiture EY 872 SV est prié de déplacer son véhicule qui gêne. Alors, je ne sais pas si c'est quelqu'un dans l'assistance et qui connaît en plus sa plaque d'immatriculation. Et puis, alors j'en reviens diaporama, puisqu'on est en train de le terminer. On s'occupe, donc vous avez vu, on a une activité sur le secteur sanitaire, mais pas que, puisqu'on a une intervention, en fait, on a une action notamment sur l'accompagnement des CPTS, de 4 CPTS dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, sur le parcours ville-hôpital, dans un objectif de lutte contre la iatrogénie médicamenteuse chez la personne âgée. Et puis on est très sollicité, on commence à être sollicité par le secteur médico-social, notamment du handicap, qui nous demande de les accompagner sur de l'amélioration, de la sécurisation, de la prise en charge médicamenteuse au sein
de leur structure. Et donc il y a beaucoup de travail, c'est un petit peu différent que dans le sanitaire. Et pour cela, eh bien, on a l'aide et l'appui d'un outil qui a été développé par nos collègues d'Omedit Île-de-France et d'ARS Île-de-France, un très bel outil qui s'appelle Archimède Handicap. Et on va conclure par pour vous donner un petit peu de visibilité sur les perspectives pour 2024 et ce qu'on peut faire pour vous. Donc, ça a déjà été plus ou moins annoncé, mais au niveau du groupe technique DM au Médit, suite aux sollicitations, on va créer du coup 2 sous-groupes thématiques, un autour du poste de RSMQ DMI et finalement de ses missions et de sa fiche d'avancement pour essayer à la fois de mutualiser les besoins, mutualiser les outils ou en tout cas d'avoir un temps d'échange là-dessus et identifier finalement des actions qui pourraient être mutualisées au niveau régional. Et puis sur la même démarche, suite au CAQES en fait, et à l'expression du besoin autour du bon usage et de la pharmacie clinique du DM, on va créer un sous-groupe pour de nouveau essayer de mutualiser les outils et essayer d'apporter soit des solutions, soit des pistes de travaux ou d'actions. L'autre groupe technique qui va se créer ou se relancer, c'est celui autour de la pharmacie clinique, donc avec un petit teasing aujourd'hui autour des protocoles locaux, et on va se servir de cette journée finalement pour initier ce groupe de pharmacie clinique et un peu cette dynamique-là au niveau régional. Et le dernier point, c'est, on vous l'a un peu explicité, donc développer les analyses de données de santé à partir des bases telles que le SNDS et le PMSI. Donc avec l'arrivée d'Aurélie Cardozo, on a un peu plus de moyens maintenant pour essayer d'aller un peu plus en profondeur. Les analyses de données de santé peuvent aboutir à de très beaux résultats. Le problème, c'est qu'il faut creuser et être très certain de ce qu'on sort. Donc ça prend du temps, parfois c'est très chronophage pour un résultat qui n'est pas toujours à la hauteur de nos attentes. Donc il faut de la ressource et quelqu'un de pratiquement exclusivement concentré là-dessus. Donc maintenant on a la ressource, donc on va essayer de se lancer. Et pareil, vous solliciter sur des thèmes qu'on pourrait aller étudier via les données de santé. Et en conclusion de la conclusion, n'hésitez pas à nous solliciter, parce que vous l'avez bien vu en préambule, on travaille pour vous et on essaye de répondre à vos besoins. Donc si vous avez la moindre question, vous avez le mail, le téléphone, vous pouvez nous crier dessus si vous voulez aussi. Pas de souci, on est là, on écoutera. Si vous souhaitez soumettre une thématique d'étude pour répondre à une problématique de terrain, pareil, hein, nous on travaille pour la région, donc le problème chez vous est probablement présent ailleurs. Et si vous n'avez pas retrouvé de ressources documentaires ou de moyens de répondre à votre problème, c'est que probablement vous êtes nombreux dans cette position-là. Et donc on est là pour ça, nous, pour répondre à ça. Et si vous souhaitez participer à un groupe technique, donc on en a fait, je viens de vous présenter les nouveaux, il ne faut pas hésiter à venir nous solliciter. Donc j'ai fini le timing. Et le dernier point, si vous souhaitez partager au niveau régional des outils ou des travaux que vous avez réalisés, n'hésitez pas. Notre objectif aussi, c'est de diffuser tous les travaux et du coup de revoir un petit peu avec vous si le travail est trop centré sur votre établissement, peut-être de le reformater pour quelque chose de plus utilisable à l'échelle de la région. Mais l'Omedit est un moyen de partager les expériences de tous et pour tous. Voilà, donc on voulait vous faire partager ces différents travaux, ces différents messages. On ne va pas ouvrir une discussion puisque vous avez compris qu'on a un timing assez serré avec un petit quart d'heure de retard, mais ça ne pose pas de problème puisqu'on a un petit peu de marge. Et donc on va enchaîner tout de suite. On aura l'occasion, si vous souhaitez échanger sur ces différents points lors des pauses, mais là pour l'instant on va enchaîner tout de suite sur la première thématique donc, de cette plénière, le virage numérique en pharmacie. Et donc j'appelle Pierrick qui va modérer, Pierrick Bedouche qui va modérer avec Karine donc cette session et je vous laisse introduire et appeler les différents intervenants. Merci. Donc
Comme cela avait été présenté dans le programme, on a 3 présentations. La première par Monsieur Xavier Vitry de la DNS qui va vous présenter la feuille de route du numérique. Peut-être que vous pouvez venir sur scène comme ça. Ensuite, la deuxième présentation sera l'intégration des systèmes d'aide à la décision pharmaceutique par Sébastien Chanoine du CHU de Grenoble. Et la troisième, le numérique au service du parcours du patient en région ARA. Donc le patient, secteur ville, en libéral, on s'ouvre par le docteur Florence Durupt de l'URPS pharmacien. Et donc, sans préambule, Monsieur Xavier Vitry. Bonjour à tous, Xavier Vitry, donc voilà, je travaille pour la délégation numérique en santé au ministère de la Santé. Et donc je vais vous parler de la feuille de route du numérique en santé et d'essayer d'avoir des focus un petit peu plus particuliers sur le domaine de la pharmacie, en particulier pharmacie hospitalière. Alors, comme il y avait un peu de placement de produits, je vais en profiter aussi pour faire notre pub. En fait, juste pour vous expliquer, la délégation numérique en santé, en fait, elle a pour ambition de piloter l'ensemble de la transformation du numérique en santé. Donc, l'élément le plus visible pour les citoyens et probablement pour chacun d'entre nous, c'est mon espace santé qui a été ouvert il y a à peu près un an et demi maintenant. Et qui se déploie progressivement, et ça s'accompagne en fait, le pendant des professionnels s'appelle le Ségur numérique, avec la transformation des logiciels des professionnels de santé, et j'y reviendrai rapidement. Mais au-delà de ces outils qui sont un petit peu les éléments les plus visibles, on a tout un travail aussi de fondement et de refondation de l'ensemble de ce qu'on appelle le numérique en santé, qui est justement de porter et d'accompagner aussi les acteurs privés qui développent tout un tas de solutions numériques dans un environnement qui soit à la fois sécurisé d'un point de vue technique pour que ça réponde à un certain nombre, à un cadre d'éthique, de responsabilité, d'impact environnemental également. On est très attentif à ces questions-là. Et d'homogénéité, l'idée étant pas d'enfermer des gens, des professionnels ou des patients chez un éditeur en particulier, mais de créer un écosystème qui permette justement de l'interopérabilité et de l'échange d'informations dans un cadre sécurisé. Merci. C'est ambitieux, mais ça se met en place. Donc on avait une première feuille de route qui était 2019-2022, qui était portée par Dominique Pont et Laura Letourneau, et qui était Ma Santé 2022, et qui a posé un petit peu ses premiers fondements. Si vous voulez en savoir plus sur ce qui a été fait, on a fait un bilan qui s'appelle FAIT, et qui explicite en fait là où on en est dans nos développements. Et donc on a, en mai de cette année, publié une nouvelle feuille de route qui nous porte jusqu'en 2027, et c'est de ça dont je vais vous parler très rapidement. Je crois que j'ai 1h30, c'est ça? À peu près. Non, une dizaine de minutes. Voilà. Et on est aussi interface avec les initiatives européennes, puisque évidemment tout ça s'inscrit dans un cadre international. En premier lieu avec l'Europe, pour que nous puissions voyager et retrouver nos données de santé si on a une consultation parce qu'on est en vacances ou en déplacement, peu importe le motif, qu'on puisse retrouver, et que les professionnels qui nous prennent en charge puissent nous prendre en charge et avoir des informations minimales dans leur langue de façon à pouvoir nous prendre en charge correctement. Donc ça fait aussi partie des interfaces et des travaux qu'on mène, et plus largement au niveau international avec l'OMS en particulier. Voilà, on a une méthodologie de travail un petit peu particulière parce qu'on est en concertation permanente avec les acteurs qui sont autour de nous. La semaine prochaine, par exemple, je vais aller visiter 7 ou 8 pharmacies d'officine, puisque moi particulièrement, je m'occupe plus spécifiquement dans le Ségur des pharmacies d'officine, et on est en permanence en contact avec le terrain pour remonter aussi de l'information. Donc ça, c'est la méthode de rencontre et de concertation, et aussi une méthode qu'on appelle des petits pas rapides, qui donne parfois le sentiment d'un mouvement brownien et que ça s'agite beaucoup. Mais l'idée, c'est vraiment de donner à voir ce qu'on fait, d'être le plus transparent possible, et de faire, de corriger, d'améliorer en permanence, et donc d'être en interaction permanente avec les personnes qui nous entourent. Donc parfois, c'est un peu déstabilisant parce que les gens n'ont pas toujours l'habitude que le ministère soit autant en interaction avec eux, et surtout en mode de co-construction. De façon très fluide, vous avez peut-être déjà vu cette maison. En fait, c'est la maison de la e-santé qui commence à être un petit peu largement partagée. L'idée de ça, en fait, c'est de montrer qu'on a la maison qui est en gros notre environnement de santé, avec d'un côté un patient et de l'autre côté un professionnel qu'il a choisi pour sa prise en charge. Mais tout ça, ça s'appuie sur des fondations, sur des fondements qui sont ce qu'on appelle des services socles et des services référentiels nécessaires au bon fonctionnement du dispositif. Un exemple, Finesse, RPPS, tous ces répertoires sont des éléments socles fondateurs, si vous voulez, une identité numérique
pour permettre d'accéder à ces informations, il y a ces deux référentiels qui permettent de porter ces identités numériques, d'un côté pour les personnes physiques et de l'autre pour les personnes morales. L'idée, c'est vraiment de refonder l'ensemble de tous les dispositifs qui existent de façon à ce que tout ça devienne interopérable et permette d'accéder ensuite à ces services. Donc ça demande de reprendre un historique de ces outils qui n'ont pas forcément été conçus pour faire ça, qui ont une finalité, et donc ces finalités, on les fait évoluer aussi d'un point de vue technique, et donc on est assez souvent les mains dans le cambouis, si on peut dire, avec les équipes aussi qui font le développement, enfin tout ça pour permettre ces échanges et résoudre ensuite sur le terrain les usages. C'est-à-dire qu'à la fin, c'est pas le tout d'avoir des outils qui fonctionnent en théorie ou en laboratoire, il faut que ça fonctionne évidemment sur le terrain, et donc on est en permanence là-dessus. Donc ça vient chercher en fait l'identité nationale de santé, comment on fait pour qualifier ces identités nationales de santé et faire de l'identito-vigilance. Les messageries sécurisées de santé, c'est bien d'en avoir, c'est mieux de s'en servir. Donc c'est ce qu'on essaye de déployer aussi progressivement, et tout ça autour de l'intérêt donc de faire circuler de façon fluide et sécurisée les données de santé autour d'un patient et pour les professionnels que le patient a choisi pour sa prise en charge. Voilà, donc vraiment notre ambition elle est là-dessus. Et puis ce qu'on trouve dans les nuages aussi, c'est toute la partie en fait de la réutilisation des données de santé. L'accès à ces données aussi pour le domaine de la recherche, pour le domaine, tout un tas de réutilisation potentielle de ces informations qui sont évidemment une mine d'or et qu'il faut à la fois exploiter mais de façon intelligente, c'est-à-dire c'est pas un truc ouvert à tout le monde pour que, on va dire, des personnes mal intentionnées s'en saisissent, mais dans un cadre sécurisé, permettre quand même de faire avancer la recherche, de faire avancer tout un tas d'informations, de prise de décision aussi pour les choix politiques à venir. Alors, cette feuille de route, elle s'appuie déjà sur 3 mots-clés qui sont l'éthique, la souveraineté et la durabilité. C'est des points qui sont extrêmement importants pour nous, d'être dans un environnement. En fait, on a une personne qui est dédiée, en fait, par exemple, à la DNS sur la question de l'éthique. C'est un sujet qui, pour nous, est extrêmement important, de faire en sorte que l'ensemble des intervenants qui utilisent les données de santé le fassent de façon éthique et responsable. La souveraineté, évidemment, ça c'est la protection de nos données, donc le cadre européen et le cadre français, donc il n'y a pas de données, donc il y a une refondation aussi du HDH par exemple pour la question liée à Microsoft, enfin tous ces sujets-là. Donc on revient justement à ces questionnements de la souveraineté, de la sécurité de ces informations et de trouver en fait les interlocuteurs à l'échelle française ou européenne qui ont les épaules pour porter aussi ces sujets. Donc ça fait partie de notre rôle de les accompagner. Et la durabilité, évidemment, ça c'est l'impact environnemental auquel on est aussi attentif avec, par exemple, l'équivalent d'un Nutri-Score pour les applications référencées dans mon espace santé pour qu'on sache quel est l'impact environnemental de ces applications et du numérique et de faire des choix qui soient en conscience aussi sur ces questions-là. La feuille de route, elle tourne sur 4 grands axes. Donc la prévention, prise en charge, l'accès à la santé et le cadre propice, c'est-à-dire créer un environnement qui permettent aux acteurs d'agir dans un cadre dont ils connaissent les règles. En gros, on était sur le rugby il n'y a pas si longtemps, il y a un terrain, il y a des règles, il y a un arbitre, et après il y a des équipes qui font la partie, et c'est pas l'arbitre qui décide, c'est pas la règle qui décide de comment va se faire la partie, ce sont les joueurs qui font la partie. Toutefois, il y a quand même un cadre et un arbitre qui est là pour faire respecter la règle. Donc nous, c'est notre rôle, et ensuite on laisse les acteurs jouer la partie et faire en sorte que les services du numérique en santé se déploient et soient utiles aux patients en premier lieu. Voilà, l'idée aussi dans la prise en charge, par exemple. Alors là, c'est l'ensemble je ne vais pas vous égrener la totalité des priorités, des objectifs. J'en ai sélectionné quelques-uns qui me semblaient intéressants dans vos contextes. Donc, c'est déjà, à titre personnel, pour les citoyens et pour les professionnels, utiliser mon espace santé, donc qui est le carnet de santé électronique, donc anciennement connu sous le nom du DMP. De façon à ce que ce soit un outil de centralisation qui permette aux patients de récupérer ces données de santé, ce qui est déjà une avancée majeure, et c'est pas toujours si simple. Enfin, en tout cas, ça l'était pas toujours à l'époque. On n'avait pas ça qui était vraiment disponible pour récupérer ces données de santé.
ça pouvait être parfois un vrai parcours du combattant. Donc ça, c'est déjà un point extrêmement important pour nous. Déployer des bouquets, alors ce qu'on appelle les bouquets de services aux professionnels. Je ne sais pas si vous avez entendu, dans Mon Espace Santé, on a un environnement qui s'appelle le store d'applications. Et en fait, c'est un peu l'équivalent d'un Google. Ce sont des applications qui sont référencées d'un point de vue de la sécurité, de l'éthique, de l'usage de la donnée et de leur utilité santé pour le patient. Donc ils sont évalués sur 150 ou 200 critères en fonction de si l'application interagit ou non avec vos données personnelles. Ça, c'est ensuite le patient choisit d'activer ou non ces applications parce qu'elles offrent comment dire, sur un domaine particulier une valeur sur le diabète, sur l'AVC, enfin peu importe quelle est la pathologie qui vous concerne, et vous trouvez comme ça un certain nombre de services disponibles. Donc ça, c'est la partie pour les patients. Et le bouquet de services professionnels, c'est l'équivalent pour les professionnels de santé, c'est-à-dire qu'ils ont un logiciel de professionnels, enfin qu'ils utilisent au quotidien. Et à côté de ça, on a tout un environnement de start-up et de propositions de plus-value pour les professionnels. Et l'idée, ça va être de mettre en place un store d'applications qui permettent aux professionnels de savoir que l'application qui leur est proposée a bien été certifiée et validée conformément aux règles qui ont été posées, qu'elle est conforme à la sécurité qu'on a imposée et qu'elle permet d'interagir avec les données du patient et d'augmenter le service du logiciel qui parfois peut être concentré sur un usage et pas sur quelque chose de plus large. La coordination évidemment des parcours de santé, ça c'est essentiel. Donc l'idée c'est vraiment de faire en sorte que l'ensemble des logiciels utilisés par les professionnels, que ce soit en contexte d'établissement, que ce soit médico-social ou sanitaire, mais aussi en ville, déjà que, à la limite, quel que soit l'outil que vous utilisiez pour gérer vos dossiers médicaux, quelque part, ça appartient au choix de l'ergonomie, de la couleur, enfin, de ce qui vous intéresse. Par contre, la donnée qui est à l'intérieur, il faut qu'elle soit, en tout cas sur une partie d'entre elles, partageable avec les autres, de façon à ce que vous partagiez et vous échangiez pour un patient donné sur les mêmes informations et mise à jour évidemment le plus fraîche possible. Alors pas forcément sur le dossier in extenso de tout, dans tous les détails parce que ça n'a pas lieu d'être, mais au moins sur des synthèses partagées et des documents structurants dans le parcours de soins du patient. Un compte-rendu de biologie, un compte-rendu d'un cardiologue par exemple, des synthèses, des choses comme ça, et de faire en sorte que les différents professionnels que le patient a choisis, et évidemment avec son accord, puissent prendre en considération les documents de façon simple et fluide. L'application carte vitale, je vais passer vite. Tac, je pense que je vais manquer de temps, donc je vais aller assez vite et vous aurez sûrement des questions. Développer évidemment la recherche sur ces sujets-là, c'est essentiel, bien sûr. Juste Mon Espace Santé, juste deux focus un petit peu plus précis et peut-être plus opérationnels. Mon Espace Santé, donc c'est un carnet de santé électronique qui a 4 fonctions. Donc ce qu'on appelait avant le DMP, c'est une de ces 4 fonctions, c'est le dossier documentaire dans lequel on empile l'ensemble des informations. Une partie de ces informations, ce sont des PDF qu'il faut lire. Bon, voilà, c'est des documents structurés, enfin, des comptes rendus, des choses comme ça. Et puis une partie de ces informations sont dites structurées, c'est-à-dire que, comme un compte rendu d'analyse biologique, par exemple, le logiciel peut extraire une partie de l'information pertinente en fonction de la problématique, plutôt que de lire in extenso un bilan d'analyse biologique complet. Donc il y a une partie de ces informations qui sont structurées et qui permettent en fait d'être réutilisées. Je pense notamment l'ordonnance, on va la structurer dans le DMP. Aujourd'hui, elle ne l'est pas encore, mais elle le sera d'ici 2 ans. Le compte-rendu de biologie, il l'est déjà, et les notes de vaccination le sont déjà. À titre d'illustration, les pharmaciens d'officine, on a intégré dans leur logiciel professionnel un outil qui s'appelle la note de vaccination. Donc quand ils font une vaccination à l'officine, ils l'enregistrent, ça fait d'un côté la facturation et en même temps, ça envoie dans le DMP du patient sa note de vaccination. Donc il a son certificat de vaccination qui dit qu'il est à jour de la grippe ou d'autres choses. Et en même temps, ça vient se consolider dans le DMP et vu du patient, c'est un carnet de vaccination qui s'empile. C'est-à-dire que toutes ces vaccinations s'empilent, peu importe que ce soit un pharmacien, un médecin, un infirmier qui ait fait la vaccination. Donc cette note, elle est intégrée dans les logiciels des pharmaciens aujourd'hui. Elle le sera demain pour tous les autres professionnels, le temps que ça se déploie. À titre d'illustration, le mois d'octobre, c'est 800 000 notes de vaccination qui ont été envoyées par les pharmaciens en France pour le mois d'octobre seulement. Donc c'est plutôt un bon départ.
On a aussi une messagerie sécurisée de santé citoyenne qui permet aux patients et aux professionnels d'échanger dans un cadre, dans l'espace de confiance, et donc d'utiliser non plus des messageries personnelles de type que on connaît tous, on va dire gratuites ou du commerce, mais qui n'ont pas le niveau de sécurité attendu en termes de données de santé. Et donc on a inclus les patients grâce à cette messagerie sécurisée dans l'espace de confiance, et ils peuvent échanger en sécurité avec un professionnel de santé ou une officine ou un établissement, peu importe. Le catalogue de services, j'en ai parlé, c'est le store d'applications. Et on va sortir aussi un agenda de santé qui va concaténer l'ensemble des rendez-vous qui ont été pris chez Maya, Keldoc, Doctolib et tout ça, et qui va consolider tout ça et qui seront visibles dans mon espace santé pour le patient d'une part, mais aussi pour les professionnels qui pourront vérifier que le patient a bien pris son rendez-vous avec le cardiologue comme prévu ou lui rappeler que ça serait bien de le faire par exemple. L'autre côté, c'est le Ségur numérique. Donc là, c'est vraiment de la co-construction. L'idée de ça, donc c'est autour de mon espace santé au centre, c'est de faire en sorte que l'ensemble des professionnels intervenants, donc que ce soit dans les établissements sanitaires ou médico-sociaux ou en ville, puissent échanger de l'information, donc d'abord vers le patient, en mode alimentation, puis en mode consultation, ça c'est ce qu'on va faire dans ce qu'on appelle la vague 2 Ségur. Là on est vraiment au milieu du gué, c'est-à-dire qu'on vient de finir la vague 1 et on va lancer la vague 2. Donc la vague 1 c'est comment on alimente mon espace santé, et la vague 2 c'est comment on va lire dans mon logiciel professionnel les contenus déposés par les autres professionnels dans mon espace santé. Et puis la possibilité via les messageries sécurisées de santé évidemment de pouvoir échanger en direct pour un cas particulier avec un autre professionnel dans l'espace de confiance. Voilà, donc ça, aujourd'hui, la vague 1, elle est déployée, les choses commencent à se mettre en place. Petite illustration, historiquement, dans le DMP, on avait en 20 ans réussi à déposer 10 millions de documents. Donc 20 ans, 66 millions d'habitants, 10 millions de documents. Donc vous faites le ratio par année, par habitant, c'est pas grand-chose. Le mois dernier, on était à 15 millions de documents versés dans le DMP, sur un seul mois. Et notre ambition à la fin de l'année, c'est d'être à 250 millions de documents par an. Et en 2026, 400 millions de documents versés dans les DMP des Français. Voilà, donc les choses s'accélèrent, on va dire, de façon assez significative, toutefois, quand même. Voilà, donc ça, c'est tout ça. Donc ça concerne à la fois les... Voilà. De façon plus concrète, pour finir là-dessus, en cours, côté médicaments et on va dire pharmaciens de façon plus générale. Alors, les pharmaciens hospitaliers se sentent un peu parfois délaissés sur la question du Ségur. Où la priorité pour nous à l'hôpital aujourd'hui, c'est de faire en sorte que l'hôpital, les documents de l'hôpital communiquent avec l'extérieur et qu'ils puissent récupérer des choses. Donc la priorité aujourd'hui, c'est le dossier patient informatisé et d'échanger. En gros, ce qui se passe à l'hôpital reste à l'hôpital, mais ce qui est dans le dossier patient informatisé qui s'échange et qui sort, notamment l'aide de liaison, l'ordonnance de sortie, ce genre de choses. Ce qui fait qu'au sein de l'hôpital, parfois, on a ce retour que, oui, mais nous, dans notre profession, on n'est pas connectés, nos logiciels n'ont pas évolué suffisamment, c'est pas assez direct, et en particulier pour les pharmaciens, puisque vous êtes plus en interaction avec l'extérieur que d'autres, peut-être, de vos collègues dans l'hôpital. On en a conscience, mais il faut avancer par étapes. Et on n'a pas, on est nombreux, mais quand même, il y a quand même du boulot. Néanmoins, donc ça va venir. Je pense notamment aux préparateurs en pharmacie. On a ouvert l'inscription au RPPS pour les préparateurs en officine. Pour les préparateurs hospitaliers, c'est en cours, mais ce que j'explique souvent, c'est que c'est plus complexe parce que l'employeur n'est pas l'autorité médicale, j'ai envie de dire, ou le gérant de l'officine n'est pas l'employeur, le gérant de la PUI n'est pas l'employeur d'un point de vue réglementaire. C'est pas lui qui vérifie les diplômes et c'est pas lui qui est responsable si jamais on met pas un vrai préparateur dans l'officine, c'est le directeur de l'hôpital qui est responsable d'un point de vue emploi, code du travail. Et du coup, le directeur de l'hôpital, contrairement à un pharmacien d'officine qui, lui, a déjà une carte CPS et enregistrée au RPPS, et donc on peut lui déléguer des droits facilement pour autoriser quelqu'un dont il reconnaît les diplômes et qui met au comptoir. À l'hôpital, c'est plus compliqué parce que le directeur, lui, il n'a pas de CPS. Donc il faut qu'on imagine un système et un circuit de validation, de contrôle et de sécurité, parce que derrière, à la fin, on donne une clé à quelqu'un pour qu'il accède à des données de santé, et donc on veut le faire de façon cadrée. Et savoir sur qui on doit taper si jamais il y avait un problème. Non, on tape sur personne. Donc juste en cours, donc on a un référentiel unique et interopérable du médicament qui est en cours. Donc ça, c'est un travail qu'on mène depuis 1 an avec l'ANS, l'Agence du numérique en santé, et l'ANSM,
et puis Medicabase, CIP, enfin un certain nombre d'acteurs, pour constituer un référentiel unique, c'est-à-dire en gros de faire en sorte d'aligner et de réussir à faire enfin ce qu'on appelle le médicament virtuel et un code médicament qui soit utile à la fois en ville et à l'hôpital et se passer de la question des CIP, des UCD, des ATC, enfin tous ces trucs-là qui sont un peu pénibles quand on fait circuler de la data avec du médicament d'un système hospitalier vers la ville ou l'inverse. Donc on est en train de monter ce référentiel. On a demandé à la HAS de travailler sur un référentiel de la posologie, parce que ça paraît stupide, mais on n'a pas de référentiel unique de la posologie. Donc ensuite, il faudra le relier évidemment au référentiel du médicament. Un document de synthèse également sur la conciliation médicamenteuse et le bilan partagé de médication. En gros, quand on regarde les documents, un en ville, un à l'hôpital, 80% c'est la même chose. Et il y a un peu de spécifique, mais pas tant. L'idée, c'est de faire, d'un point de vue, un document unique et que le pharmacien hospitalier ou le pharmacien en ville initie le document et que l'autre le complète et ainsi de suite. Et on se l'échange à travers le DMP du patient, justement. Donc il faut d'abord tomber d'accord sur un document de synthèse commun et ensuite de pouvoir l'implémenter techniquement pour ensuite faire ces échanges là-dessus. Donc on a initié les travaux. Ça va pas se faire en 5 minutes, on en est conscient, mais en tout cas, l'important, c'est de commencer les travaux et puis de faire ces éléments-là. Voilà. Donc, juste pour résumer, l'idée de cette feuille de route du numérique en santé, c'est vraiment de positionner l'État. J'ai conclu, j'ai fini. Un État plateforme, c'est-à-dire qui définit les règles, qui est l'arbitre et qui garantit la sécurité, l'interopérabilité, qui l'impose à l'ensemble des acteurs, et ensuite de laisser jouer les acteurs, pour pouvoir qu'ils soient des acteurs publics, privés, associatifs, peu importe, pour offrir des services et obliger à une forme de coopération, puisque interopérabilité, et donc on évite d'emprisonner les gens dans un système. Voilà, donc c'est une feuille de route qui est au service des patients pour des soins coordonnés et une meilleure santé, donc on y croit fermement. Évidemment, notre finalité, c'est pas de s'amuser à faire des systèmes d'information, c'est vraiment d'améliorer la santé de nos concitoyens, et dans un cadre éthique, humaniste et durable, et de ne pas oublier que derrière, on a des patients et des professionnels de santé, et que les systèmes d'information ne sont que des outils et des moyens. Voilà, merci à vous. Merci. Merci à vous. Alors, ce que je vous propose, on va vous laisser vous installer. Peut-être, on va regrouper le temps de questions à la fin, parce que c'est un sujet forcément où il y a plein de notions. Un des points que vous avez mentionné, c'est effectivement la masse de données qui est accessible. Et donc, un des enjeux, ça va être de comment on la trie, cette donnée. Et donc, ça va être un sujet que va aborder Sébastien Chanoine, qui est chef du service pharmacie clinique au CHU de Grenoble, sur le point sur les systèmes d'aide à la décision pharmaceutique. Voilà, et puis à toi la parole, Sébastien. Bonjour à tous, merci beaucoup de m'avoir sollicité pour cette intervention. Alors on a déjà vu pas mal le contexte là avec la présentation précédente, et c'est vrai que ce virage numérique en santé, soit on y va par conviction, soit aussi le contexte actuel avec les difficultés de personnel et la difficulté de prise en charge des patients qui sont de plus en plus complexes, nous incite quand même à aller vers ce numérique en santé pour la prise en charge des patients, évidemment. Et il y a plusieurs axes qui ont été identifiés, notamment un par le ministère de la Santé et de la Prévention, qui est la pertinence des prescriptions. Cette pertinence des prescriptions, elle passe notamment en tant que pharmacien des pharmacies à usage intérieur par l'analyse pharmaceutique, et vous savez tous que l'analyse pharmaceutique, c'est vraiment une réelle fouille de données selon les systèmes d'information que nous avons, et devant l'ampleur de la tâche, puisque nous avons énormément de patients et pas forcément autant de personnel suffisant, il faut savoir sélectionner, prioriser les patients qui sont les plus à risque. Évidemment, en tant que pharmacien hospitalier, on connaît cet environnement numérique pharmaceutique. Je vous en ai mis un exemple sur la diapositive pour vous montrer déjà la complexité en fait des logiciels que nous utilisons. On a quand même de nombreux logiciels, parfois plus d'une dizaine, pour pouvoir réaliser et prendre en charge les patients pour assurer la sécurité du circuit des médicaments et des produits de santé. Donc il faut quand même partir de ce constat-là, qu'on a déjà un environnement numérique pharmaceutique qui est important, et que toutes les nouvelles solutions qu'on doit apporter doivent simplifier et faciliter en fait notre travail, et pas complexifier en fait le circuit que je vous présente actuellement. Alors on parle de système d'aide à la décision pharmaceutique, mais finalement, qu'est-ce que c'est qu'un système d'aide à la décision pharmaceutique ? C'est une définition de 2014
qui dit que ce sont des outils informatiques dont le but est de fournir aux cliniciens en temps et lieu utile les informations décrivant la situation clinique d'un patient, ainsi que les connaissances appropriées à cette situation, correctement filtrées et présentées afin d'améliorer la qualité des soins et la santé des patients. Finalement, qu'est-ce que c'est le SADP? C'est du data mining, c'est la figure que je vous ai présentée à droite. On met énormément de données, on a une machine qui va les digérer, qui va les simplifier pour nous faciliter en fait notre activité de pharmacien hospitalier. Et le SADP, il est basé sur quoi? Sur une thématique d'intérêt et d'actualité qu'on entend tous, l'intelligence artificielle. Les SADP sont basés sur cette technologie. Alors, intelligence artificielle, tout le monde entend la terminologie, mais j'ai voulu quand même la préciser un peu, puisqu'on met beaucoup de choses dans le terme intelligence artificielle. Les premières définitions de l'intelligence artificielle datent de 1950 par Turing en fait. Et en fait, on s'est accordé au bout de plusieurs années pour dire que c'est une discipline visant à créer des systèmes informatiques capables de reproduire des processus humains. Et parmi en fait les différents outils qu'on utilise, le machine learning que vous avez forcément entendu parler par différents canaux médias, c'est le système qu'on utilise le plus actuellement. C'est une révolution technologique qui a des champs d'application qui sont réellement très importants dans l'industrie, les transports, mais aussi en santé. Et pourtant, en santé, en pratique clinique, on les utilise encore peu par rapport au potentiel qu'ils peuvent nous offrir. Et il y a une limite aussi pour l'instant sur l'intelligence artificielle en santé, c'est que l'intelligence artificielle actuellement déployée est basée sur des données structurées, ce qui fait qu'en fait ça limite en fait l'utilisation par rapport à l'utilisation par exemple des comptes rendus d'hospitalisation, des lettres de liaison que vous avez évoquées. Pour l'instant, l'intelligence artificielle n'est pas en capacité d'aller capter des mots d'une lettre de liaison pour en faire une donnée qu'on pourra utiliser afin de déployer de nouveaux algorithmes. Il y a une diapo qui manque. Le SADP, pardon, je suis allé un petit peu vite, il est basé sur une technique d'intelligence artificielle que je ne vous ai pas présentée, c'est le système d'aide à la décision. C'est à part du machine learning, c'est un domaine de l'intelligence artificielle qui s'appuie sur des modèles pour aider des acteurs à choisir une action parmi plusieurs alternatives. Donc on a cette collecte de données, mais qui est uniquement des données structurées, comme je vous ai dit tout à l'heure. Il y a plusieurs solutions qui ont été commercialisées actuellement pour le SADP. Je vous en ai présenté quelques-uns. Alors il y a Vidal Sentinel, Synapse, Pharmaclass, Posos, Bimedoc, Pharmia, Easily aussi qui commencent à développer ça au sein d'un des pays. Ces systèmes d'aide à la décision pharmaceutique ont tous en fait des spécificités. Ils n'ont pas tous les mêmes objectifs. Les deux grands objectifs principaux actuellement des SADP actuellement commercialisés sont l'analyse pharmaceutique et la conciliation. Ils ont tous des avantages et des inconvénients. Il y a un travail qui a été fait là-dessus. Je ne vais pas lire la diapo en entier. Mais globalement, ce qu'il faut retenir, c'est que le SADP actuellement commercialisés ne sont pas des outils intégrés à nos DPI. C'est un logiciel qui est à part et la contextualisation est vraiment un des enjeux puisqu'on va voir que c'est finalement actuellement un logiciel en plus des logiciels que nous utilisons actuellement et qu'il n'y a pas forcément de communication quand on est derrière l'écran entre le SADP et notre DPI. Je vous ai fait un petit focus sur l'analyse de prescription puisque c'est un des enjeux qui a été mis en place par le ministère de la Santé et des Préventions. Et les SADP pour l'analyse de prescription, l'objectif c'est de détecter et de résoudre en fait des problèmes thérapeutiques des patients, bien évidemment, et ça sous une triangulation en fait itérative. Cette triangulation itérative, elle intègre les données du patient, que ce soit des données cliniques, biologiques, des bases de connaissances, par exemple Teriac, mais ça peut être d'autres, et le logiciel en lui-même du SADP. Il y a pas mal de réflexions en fait sur cette IA pour le SADP, notamment soutenue par la NAP avec le groupe IA Pharma et qui permet en fait de réfléchir et d'aller plus loin par rapport aux systèmes qui sont actuellement commercialisés. L'implémentation d'un SADP, comment ça se passe concrètement? C'est une phase, vous allez voir, c'est un des freins qui est assez longue et qui a
4 principales phases. Tout d'abord, la contractualisation. Il va falloir contractualiser avec le logiciel que vous avez choisi, qui sera défini en fait à partir du cahier des charges. Une fois que vous avez une phase de contractualisation, vous allez avoir 2 volets en fait, qui vont cheminer en parallèle. Un volet technique et un volet fonctionnel. Ce volet technique, en fait, ça dépasse nos compétences et pourtant, il faut qu'on soit agile aussi et qu'on comprenne cette phase. Ça va plutôt être avec la direction des systèmes numériques. Et une intégration fonctionnelle où là, il va falloir la réflexion pharmaceutique pour pouvoir intégrer des règles afin d'aider à l'analyse des prescriptions. Et enfin, la dernière phase va être la mise en production. Vous voyez que ce processus, en fait, nécessite une collaboration importante et pas uniquement au sein des pharmaciens, mais aussi avec les systèmes d'information. Et un point important, c'est que l'implémentation d'un tel logiciel dans un établissement de santé ne doit pas être portée uniquement par les pharmaciens, il doit être porté à la fois par les pharmaciens, par le système d'information, les systèmes numériques, mais aussi au niveau institutionnel par la CME et les médecins, puisque c'est un système qui nous permet de sécuriser la prise en charge du patient au cours de leur parcours de soins. Et ça, c'est un point qui est vraiment important pour assurer en fait la faisabilité du projet. Et évidemment, un tel système nécessite une validation et une évaluation, et on va voir plus tard que l'évaluation n'est pas si évidente que ça. Un petit exemple pour vous montrer que c'est un processus complexe mais faisable, plusieurs établissements l'ont déjà mis en place, c'est l'élaboration des règles. En tant que pharmacien, on a ce raisonnement scientifique médical qui fait que notre règle, par exemple ici, on veut avoir toutes les prescriptions qui ont une association d'un médicament, par exemple statine et zétimide, avec des CPK supérieurs à 5 fois la normale. Globalement, au-dessus, vous avez la règle pharmaceutique et dans l'encadré, vous avez la règle informatique. Donc il y a une réelle traduction entre ce langage naturel et ce langage informatique pour lequel on doit être assez agile puisque ça va définir l'efficience et la pertinence des règles que vous allez implémenter dans votre système. Voilà globalement une capture d'écran. Qu'est-ce que ça donne à l'arrivée quand on a un système d'aide à la décision pharmaceutique pour l'analyse des prescriptions? Ça nous permet d'obtenir des filtres à partir des règles qu'on a élaborées qui va nous permettre de prioriser les patients pour lesquels les prescriptions sont jugées les plus à risque et donc pour lesquels il nécessite une analyse pharmaceutique en priorité. Investir sur un SADP pour l'analyse en prescription, qu'est-ce qu'on attend en retour? C'est une qualité par la mise en place de ce SADP, une sécurité dans la prise en charge du patient et aussi un volet médico-économique. On attend également un retour sur investissement qui n'est pas simplement clinique mais également économique. Quelques retours d'expérience et une étude qui a été faite fin d'année 2022 dans le cadre d'une thèse qui a sollicité 30 établissements de santé, à la fois CHU et CH. Il y a eu 12 répondants. Et vous voyez que globalement, les systèmes d'aide à la décision pharmaceutique qui ont été déployés sont l'analyse de prescription et la conciliation médicamenteuse. Et vous voyez que l'interopérabilité avec les logiciels d'aide à la prescription ou plus généralement les DPI, elle est très faible. Il y a moins de la moitié en fait qui ont une interopérabilité et cette interopérabilité, elle est à plusieurs niveaux. Elle peut être faible ou renforcée, mais très peu ont une interopérabilité, je vais y arriver, renforcée. Est-ce que c'est efficient ces systèmes-là actuellement? Là, je vous présente l'étude en fait avec le logiciel PharmaClass, mais c'est valable pour d'autres en fait. Et vous voyez que globalement, il y a près de 2/3 en fait des règles qui ne sont pas des prescriptions pardon, qui sont ressorties par ce système PharmaClass selon les règles qui ont été choisies par l'établissement, qui ne sont pas pertinentes. Donc en fait, définir des règles, c'est quelque chose qui peut paraître simple, mais à la fois qui est complexe, puisque ces règles ne doivent pas non plus nous apporter toutes les prescriptions de l'hôpital, puisqu'on n'arrive pas à les analyser. Ils doivent les sélectionner de façon pertinente, selon aussi les ressources humaines qu'on a derrière. Mais vous voyez que la construction des règles est une étape clé, et on verra en conclusion que l'intelligence collective sur la construction des règles va être un des enjeux majeurs. Un aussi frein, plutôt une limite dans la mise en place d'un SADP, c'est
la durée de la mise en place. Vous voyez que c'est un processus qui va prendre plusieurs mois entre la contractualisation, les volets techniques, les volets fonctionnels et la mise en production. Le volet fonctionnel est une part importante puisque ça va établir l'efficience en fait de votre système, mais également le volet technique, puisque le volet technique va vous permettre de récupérer les données structurées en fait des patients, à la fois cliniques et biologiques. Et vous connaissez tous les problématiques de compatibilité ou d'opérabilité entre les différents logiciels sont plus ou moins simples à résoudre et donc vont allonger en fait la durée ou réduire parfois quand il y a des bonnes nouvelles, mais plutôt allonger la durée de la mise en place du système. En conclusion, ces systèmes d'aide à la décision pharmaceutique sont des systèmes qui sont déjà performants, mais qui nécessitent une expérience et une expertise importante, et qui nécessitent aussi de nouveaux développements, notamment le traitement automatique des langages, tout ce qui est données non structurées, et aussi une contextualisation en fait de ces systèmes dans le dossier pharmaceutique informatisé, pour éviter d'avoir globalement, si on caricature, 2 écrans en face de nous quand on réalise cette activité. Elle nécessite aussi des échanges entre les différents établissements et ceux qui se lancent dans ce SADP avec des communautés de pratique. Et aussi, vous voyez, l'élaboration de règles, de méthodologie. Il y a eu un article qui a été publié récemment sur la méthodologie avec l'expérience du CHU de Lille, mais aussi l'établissement des règles. Et là, il y a le consortium en fait, de différentes sociétés savantes, la SFPC, la SFPO, la NEPC, la CNIM, qui vont travailler là-dessus. Et enfin, en fait, vous voyez qu'on est pharmacien hospitalier, qu'il va falloir acquérir en fait, de nouvelles compétences parce qu'on est à la juxtaposition de 2 mondes, le domaine de la pharmacie clinique et le domaine de l'informatique médicale. Et il faut que nous puissions faire le lien entre les pharmaciens et ceux de l'informatique médicale pour pouvoir avoir des systèmes qui sont performants. Le jeu en vaut la chandelle, si je peux m'exprimer ainsi, parce que les enjeux, en fait, ils sont multiples et vraiment importants au niveau de notre pratique, en termes d'amélioration de nos pratiques professionnelles, en termes de sécurisation du patient, en termes d'impact clinique, économique. Mais tout ça avec les enjeux qui ont été décrits précédemment, des enjeux éthiques. Et il va falloir également avoir une pédagogie renforcée, puisque c'est une réorganisation, et j'ai fini, une réorganisation aussi de vos pratiques, puisqu'en fait, vous avez votre organisation actuelle d'analyse pharmaceutique. Il faut tout repenser finalement, tout reconstruire. Et le SADP n'est qu'une aide par rapport à l'organisation cible que vous voulez. Ça va vous permettre aussi de renforcer cette continuité d'activité et aussi, parce que c'est d'actualité, ça va aussi être un levier pour les coprescriptions, puisqu'on va pouvoir cibler par exemple certains médicaments en vue de la déprescription ou d'un switch pour avoir une transition écologique, pour répondre à l'enjeu de transition écologique. Je vous remercie pour votre attention. Merci Sébastien de nous avoir fait ce point sur ces concepts effectivement dont vous entendez tous parler et pour lesquels il était bien nécessaire de faire ce point. Un des autres sujets qui a été abordé par Xavier Vitry au début, c'est la collaboration entre les différents professionnels. Et donc ça fait la transition avec l'intervention de Florence Duru, qui intervient au titre de l'URPS pharmacien Aura. Et puis j'allais dire, en regardant ça, le virage du numérique, je pense que finalement on est dedans depuis un petit moment. C'est une grande courbe pour les pharmaciens. Hein. Elle est très longue. Bonjour à tous. Alors Florence Durupt, je suis pharmacien d'officine installée ici à Lyon et je fais partie de l'URPS pharmacien. Je vais très rapidement vous parler du numérique en officine. On va le mettre en perspective avec le lien ville-hôpital. Pour certains d'entre vous, on le travaille depuis assez longtemps. Donc là, maintenant, on a des outils concrets pour le développer. Mon intervention portera tout d'abord sur la e-prescription. C'est quelque chose qu'on attend aussi depuis longtemps, qui va arriver bientôt. On parlera aussi de l'importance des systèmes d'information pour justement créer ce lien ville-hôpital, comment on peut les utiliser et comment ils vont s'intégrer dans ce virage numérique. Et pour terminer, être très concret, je ferai
un petit focus sur un article 51 qui s'appelle Oncolink et qui a un petit peu tous les avantages de ce qu'on va développer avant, qui crée du lien ville-hôpital, qui s'appuie sur le numérique. Voilà. Donc ça, c'est la fin de ma présentation. Donc l'e-prescription. Alors, tout d'abord, en introduction, effectivement, on attend depuis très longtemps le numérique en santé. Vous allez voir qu'en officine, ça va nous apporter beaucoup de sécurisation de notre acte de dispensation. Pour autant, il ne faut pas oublier qu'il y a un certain nombre de confrères qui, bien que conscients des avantages de cette e-prescription, sont un petit peu dans l'inquiétude. Parce que c'est presque une révolution qu'on va avoir au comptoir. Et le fait d'intervenir comme ça et d'en parler, on essaye de donner le plus d'informations possible et d'aider le plus possible tous les pharmaciens à s'approprier en fait cette transition. Donc ça, c'est la première chose. On a nos patients aussi qui ont quelques inquiétudes, j'y reviendrai tout à l'heure. Et en fait, ce changement de pratique, il concerne absolument tout le monde, les praticiens et les patients. Et il faut... En tout cas, on est là pour faire beaucoup d'informations et de pédagogie autour de ça. Côté praticien, alors je fais partie des pharmaciens qui attendent avec impatience la e-prescription, mais pour avoir une e-prescription, il faut aussi que j'ai un médecin qui soit équipé du logiciel qui permette de éditer cette e-prescription. Donc bien sûr, ça repose sur les pharmaciens qui doivent aussi avoir un logiciel en capacité de lire cette e-prescription avec un QR code, on va y revenir tout à l'heure. À titre personnel, moi je ne l'ai toujours pas, mais ça va venir. Mais il faut aussi que j'ai dans mon entourage, dans mon environnement médical, des médecins qui soient en capacité d'éditer cette e-prescription. Ça, c'est valable bien sûr pour les pharmaciens, mais c'est aussi valable pour tout ce qu'on appelle les professionnels prescrits, les kinés et les infirmiers. Ensuite, il y a un petit bémol aussi au niveau des patients. On a toute une partie de nos patients qui, aujourd'hui, ne savent pas utiliser Internet, n'ont pas accès à Internet et donc ne pourront pas avoir accès, en tout cas dans l'immédiat et en tout cas de manière autonome, à leur espace numérique de santé. Tous ces patients-là, c'est des patients âgés, polymédicamentés souvent. Il ne faut pas les oublier et il faudra qu'on ait un système de transition pour pouvoir les accompagner aussi parce qu'ils peuvent vite être complètement perdus et déstabilisés par ce virage du numérique. Alors, en pratique, la e-prescription, vous allez voir, il y a un exemple après. Il n'y a pas grand-chose qui change. Ça reste une ordonnance papier pour l'instant, avec un QR code, 2 QR codes même, un pour l'identification du patient, un autre pour la prescription en tant que telle. Ce QR code, quand on est en capacité de le scanner avec son logiciel métier, il nous renvoie à une base qui va nous permettre de lire et de délivrer cette prescription et de nous assurer aussi qu'il s'agit d'une prescription authentique. Et cette prescription, ensuite, Xavier Vitry l'a expliqué tout à l'heure, elle ira se stocker dans l'espace numérique santé du patient. Donc concrètement, on a le médecin donc à gauche qui va éditer une prescription, qui va faire une prescription, donc avec la direction vers la base de santé, la base de e-prescription dont on vient de parler. On va implémenter le DMP et l'espace numérique du patient. Xavier Vitry, vous nous direz, c'est une évolution en fait. Vous nous expliquez bien que c'est DMP vers espace de santé numérique, mais on pourra peut-être y revenir tout à l'heure. Et le patient a donc cette prescription en sa possession et il va aller chez son pharmacien pour se faire délivrer bien sûr ses médicaments. Et là, vous voyez, le pharmacien va aller interroger la base de la e-prescription pour authentifier et récupérer la prescription, les médicaments qui sont dessus. Pour le pharmacien, c'est quelque chose d'important parce que c'est vraiment une sécurisation de la dispensation. On est quasiment assuré à 100% que la prescription est authentique quand on la retrouve en scannant le QR code sur la base. C'est quelque chose d'important pour nous parce que, et vous le savez très bien, nous avons de plus en plus de prescriptions chères et l'assurance maladie nous demande, alors on le fait habituellement, mais là c'est une obligation formelle,
d'authentifier et de nous assurer que ces prescriptions ne sont pas des fausses prescriptions. Si c'est le cas, si on n'a pas bien fait notre travail, si on délivre malgré tout une ordonnance avec des produits chers qui s'avèrent fausses, l'assurance maladie est en droit de nous demander le remboursement de ces médicaments. Alors, autant vous dire que c'est pas drôle. Et que actuellement, pour authentifier ces prescriptions, on a souvent un téléphone, un mail pour contacter le prescripteur, pour être sûr d'être... Bon, après, il y a d'autres indices qui nous aident. Mais voilà, la démarche actuellement, c'est bien souvent le téléphone ou le mail. Là, forcément, notre travail sera simplifié et sécurisé. Ensuite, avec ces QR codes, le patient ne pourra plus faire de nomadisme pharmaceutique, puisque dans l'encodage, il y aura le nombre de boîtes que l'on pourra lui délivrer. Et donc, il sera difficile pour lui d'en obtenir plus en falsifiant son ordonnance, comme on peut le voir aussi de temps en temps. Il sera impossible pour lui de faire plusieurs pharmacies pour obtenir X fois la délivrance de son médicament. Là, ce sera à chaque fois qu'on va délivrer quelque chose, ça va se déduire, c'est un petit peu vulgarisé ce que je vous explique, mais ça va se déduire en fait de la quantité prévue initialement sur l'ordonnance. Et puis, pour nous, pharmaciens d'officine, c'est aussi un peu anecdotique pour vous, mais c'est important que vous le sachiez. On scanne toutes les prescriptions des patients, parce que lorsqu'on transmet les flux tiers payants à l'assurance maladie, les patients, petit rappel, ne font pas l'avance des frais, mais vous le savez. Et pour que le pharmacien soit remboursé par l'assurance maladie, il faut que nous transmettions bien sûr les factures, des données chiffrées, mais aussi des copies des prescriptions par scan d'ordonnance. On appelle ça le score, les pièces score. Donc on a 2 flux de transmission vers l'assurance maladie. Et là, nous n'en aurons plus qu'un, puisqu'il n'y aura plus besoin, avec la e-prescription, de transmettre les pièces score. Pour nous, c'est aussi du temps de gagner au quotidien. Alors, je vous ai mis une petite alerte, parce que quand on parlait des produits chers et des ordonnances falsifiées, la plupart du temps, presque à 100% des cas, peut-être pas tout à fait, ces ordonnances émanent de l'hôpital. Malheureusement, l'hôpital a une obligation de générer des prescriptions qui n'a pas le même timing que celle de la ville. Et c'est vrai que cette attente que l'on a sur la sécurisation des prescriptions pour les produits chers, elle risque d'être un petit peu décalée dans le temps. On espère que ce sera le plus court possible. Donc en résumé, pour le pharmacien, on a vu les avantages. Pour le patient, on l'a vu aussi un petit peu tout à l'heure, il va avoir un endroit virtuel dans son espace numérique de santé où il va avoir toutes ses ordonnances stockées. Alors, cas pratique en officine, très souvent au comptoir, on a des patients qui vont sortir un paquet d'ordonnances ou de documents papier diverses et variés et qui vont prendre plusieurs secondes, minutes à chercher l'ordonnance qu'ils veulent nous donner. Alors on passe par les rendez-vous, on passe par le bilan biologique, non c'est pas ça, non c'est pas ça, non c'est pas ça. Puis finalement on trouve heureusement souvent là où les ordonnances, là effectivement il y aura une simplification de l'archivage et de l'accès à la prescription. Donc ça c'est une bonne nouvelle également. Et il y aura une facilité de mise à disposition dans l'espace santé numérique pour retrouver ces prescriptions. C'est la structuration dont on a parlé tout à l'heure. Donc ça, c'est aussi un gain de temps et un stockage plus pertinent des documents de santé du patient. Alors, ça va ressembler à ça, une e-prescription. Donc, c'est une diapositive que j'ai récupérée. Donc, c'est pas un médicament qui est prescrit, mais vous avez compris l'idée. On aura donc le QR code, en fait, pour qualifier en fait l'identité et s'assurer qu'on a bien le bon patient avec le bon INS. Donc ça, vous voyez, ça va être en haut à droite. Et en bas à gauche, c'est le fameux QR code qui va nous envoyer sur la base de données, qui va authentifier cette prescription. Sinon, pour le reste, rien ne change. C'est très classique. Bien sûr, l'identification du médecin, bien sûr, la date de prescription, et puis la prescription en elle-même. Donc ça reste quand même un document auquel on est bien habitué, avec quelques indications supplémentaires.
Alors, cette e-prescription, j'espère qu'elle va pouvoir nous servir à faire du lien ville-hôpital. Alors, ce que je ne sais pas aujourd'hui, et on pourra en parler après, c'est si vous, pharmacien hospitalier, vous pourrez avoir accès à cet espace numérique de santé pour vous aussi pouvoir consulter ces prescriptions. Donc, ça, on en parlera tout à l'heure. Les échanges entre nous, ils sont nombreux. Ça date pas d'aujourd'hui. On n'a pas attendu le virage numérique pour se parler et pour échanger des informations. C'est devenu de plus en plus nécessaire avec la technicité. Alors j'ai mis des ordonnances, mais en fait des médicaments. On a des médicaments de plus en plus complexes, de plus en plus ciblés. Je pense aux anticancéreux oraux notamment, pour lesquels nous, pharmaciens d'officine, nous avons besoin que vous nous transmettiez des informations pour comprendre l'ordonnance, connaître le traitement. C'est quelque chose qu'on n'a pas forcément naturellement dans notre formation et dans notre exercice. Je crois qu'il y a à peu près une centaine aujourd'hui d'anticancéreux oraux qui sont des médicaments très techniques, des thérapies ciblées. En ville, on ne les connaît pas. Donc, échanger entre nous, ça permet que on connaisse, on sache un petit peu, on ait des points de vigilance sur ces traitements pour bien sûr communiquer avec nos patients. Vérifier l'authenticité de l'ordonnance, j'en ai parlé, c'est aussi le petit écueil avec l'hôpital, mais on y reviendra. C'est important aussi pour nous d'avoir les comptes rendus d'hospitalisation, les comptes rendus de consultation, les ordonnances de sortie. On gagne du temps en compréhension du traitement, en prise en charge du patient. Ça se fait actuellement, j'y reviendrai après, par des systèmes d'information qu'on a déjà en région. Mais en tout cas, ce sont des données importantes aussi dont on a besoin en ville. Et puis, bien sûr, les transmissions des ordonnances de la ville vers l'hôpital, plus on est en amont de la sortie du patient, ou plus le pharmacien a tôt ces ordonnances un petit peu particulières, ça permet de se renseigner sur le circuit d'approvisionnement. Il y a moult circuits d'approvisionnement. Tous les médicaments hospitaliers ne sont pas disponibles chez les grossistes. Certains, il nous faut les commander sur des plateformes dédiées, d'autres directement auprès du laboratoire. Plus on a l'ordonnance tôt, plus on peut être efficace quand le patient se présente pour avoir déjà l'information et peut-être même des fois le traitement à disposition. Et puis préparer la sortie hospitalière, ça passe aussi par quelquefois du matériel médical, des stupéfiants, des médicaments un petit peu plus complexes, en tout cas dans la délivrance du quotidien. Et forcément, plus on a les ordonnances tôt et mieux on prend en charge le patient. Alors, le lien ville-hôpital et les systèmes d'information, bien entendu que le système d'information doit sécuriser nos échanges. On émet des données de santé, on est responsable des données de santé qu'on émet. Quand on transmet une information avec un médicament, un nom de patient, c'est une donnée de santé. Je suis le professionnel qui l'a produit, donc je suis responsable je vais aller vite. Je suis responsable de sa transmission. Donc le mieux, c'est d'utiliser, il faut utiliser un système sécurisé. On a la chance dans notre région d'avoir un système unique qui s'appelle MonSysra, qui permet ces échanges en toute sécurité et de manière fluide. Alors, juste un petit bémol et je vais vite. Pour l'instant, il faut sortir de nos logiciels métiers pour utiliser MonSysra. J'espère qu'avec le numérique en santé et le Ségur 2, normalement, pharmacien d'officine, on pourra faire directement depuis nos LGO. C'est vraiment là aussi un gain de temps et une attente forte de notre part. L'exemple de MonSysra en Auvergne-Rhône-Alpes, je vais aller vite, mais la plupart des pharmaciens de ville l'ont et savent l'utiliser depuis qu'on a débuté la vaccination grippe en 2018. Les médecins généralistes aussi pour d'autres raisons. Au niveau hospitalier, et mon cas très pratique, j'ai une expérience très hétérogène de ces échanges. J'ai des services qui vont être très à l'aise avec l'utilisation, des médecins qui directement vont me mettre dans la boucle pour m'envoyer les comptes rendus de consultation d'hospitalisation. D'autres services vont passer par la formation de leur secrétariat médical et d'autres ne s'en servent pas du tout. Ils savent qu'ils en ont l'accès, mais ils ne l'utilisent pas. C'est vraiment dommage. On peut échanger tout un tas de documents, et y compris bien sûr avec les PUI. Et surtout, dernière chose, ça permet de créer... alors MonSysra,
placement de produits, j'ai aucun lien d'intérêt avec mon CISRA, mais par contre, ça permet de créer une boucle de soins et c'est une fonctionnalité qu'il propose en intégrant plusieurs acteurs, que ce soit infirmières, médecins hospitaliers, médecins traitants, pharmaciens hospitaliers, et on peut avoir une boucle de soins et des échanges immédiats via mon CISRA autour d'un patient. Dernière diapositive, c'est l'exemple d'Oncolink, qui est une expérimentation article 51, une innovation qui se poursuit au niveau national autour des anticancéreux oraux, impliquant un suivi renforcé des patients sous anticancéreux oraux. C'est une expérimentation qui a beaucoup de vertus, notamment c'est une vraie création d'un lien ville-hôpital avec une mise en lumière de vous, pharmaciens hospitaliers, parce que l'expérimentation au départ elle est hospitalo-centrée, avec une boucle de soins qui commence à l'hôpital, bien sûr, avec l'oncologue, des infirmières de coordination et des pharmaciens hospitaliers. Et petit à petit, je vais vite, si vous avez des questions après, j'y répondrai volontiers. Mais petit à petit, cette expérimentation, elle se déploie en ville lorsque le traitement est bien accepté, qu'il est bien supporté par le patient et qu'il est efficace. Et on échange, en fait, entre pharmaciens hospitaliers et officinaux, tout un tas de documents liés bien sûr à l'expérimentation, le bulletin d'adhésion, la prescription, et puis les comptes rendus d'entretien pharmaceutique que les pharmaciens d'officine font à chaque délivrance d'anticancéreux oral. Et toutes ces informations, tous ces documents, tous ces échanges passent par mon CISRA, et ça fonctionne tellement bien grâce à cet outil unique que notre région, et voilà, c'est une petite fierté, est une des plus dynamiques du territoire sur l'inclusion de patients, et l'expérimentation Oncolink est vraiment en partie aussi grâce à ce système d'information unique. Je vous remercie de votre attention. Bien, écoutez, merci aux 3 intervenants. Donc maintenant, à vous. À vos questions, commentaires sur le sujet. Alors, je vais prendre la parole puisqu'on a les personnes en visio qui ont déjà posé des questions. Et la première question, elle est pour Monsieur Vitry et la place du dossier pharmaceutique dans l'environnement, en sachant qu'il y a une obligation, du coup, selon le référentiel HAS pour les pharmaciens de l'alimenter, et qu'actuellement, son accès serait payant via l'ordre, en fait, le Conseil national de l'ordre. Je ne sais pas si c'est son accès ou l'accès aux données, mais il y aurait une notion de tarification. Effectivement. Alors, donc le dossier pharmaceutique, quand on est en ville, à ma connaissance, alors il est gratuit. En tout cas, il est payé par les cotisations, donc bon, pas complètement gratuit, mais en tout cas, il est mis à disposition des pharmaciens d'officine. Et effectivement, il me semble que dans le modèle économique, pour l'ordre, dans le domaine hospitalier, il y a une participation aux frais. Alors, je ne sais pas exactement quel montant et tout ça, mais il y a effectivement ce genre de choses. Alors après, ça appartient à l'ordre, c'est l'outil de l'ordre, donc c'est lui qui définit les règles sur cet outillage. Sur la question du DP et du lien, notamment avec le DMP, bon, c'est un vieux sujet. Il y a des travaux qui ont été initiés et qui ont commencé, qui se poursuivent. D'ailleurs, en ce moment, là, il y a une réunion à laquelle, du coup, j'ai pas pu participer, mais sur ce sujet-là. L'idée, je vous ai dit tout à l'heure qu'on avait des échanges européens avec des informations, et l'Europe en fait impose dans les cas d'usage des différents pays qu'on ait la prescription et la dispensation qui soient mis en regard dans les dossiers informatisés des patients. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas seulement d'avoir la prescription, mais il faut aussi savoir ce que le pharmacien a délivré de façon effective aux patients. Et c'est peut-être même pour les autres professionnels plus intéressant d'avoir ce qui a été délivré que ce qui a été prescrit. Ou en tout cas, les deux sont importantes. Donc on a cette structuration de l'ordonnance qui a été évoquée, qui aujourd'hui est du PDF, mais demain sera structurée et qui répond à cette question européenne sur le volet qu'on appelle le volet e-prescription, et qui du coup permet de faire la moitié du sujet européen. L'autre sujet, en fait, ce qu'on a proposé de faire, c'est que les logiciels d'officine vont continuer à alimenter le DP, comme ils le font aujourd'hui pour les usages qu'on a aujourd'hui en France de ce qu'il apporte comme valeur. Le DP va évoluer pour être conforme au volet de e-dispensation en regard de la e-prescription européenne. Et c'est le DP qui poussera ce format dans le DMP, en fait. Donc ça passera par le DP, d'une part pour préserver les usages qui sont en cours et qui ont toutes leurs valeurs et qui ont des habitudes, toute une infrastructure et tout un tas de choses. Et c'est le DP qui fera en fait ce travail d'alimentation et pas le LGO en direct vers le dossier du patient. Donc c'est comme ça que le DP va alimenter le DMP
au format européen. Donc il y a un peu de boulot pour le mettre, la structuration des données au format européen. Donc ça, c'est le sujet sur lequel on avait justement une réunion aujourd'hui et que le CNOP et la CNAM sont en train d'aligner. Et ensuite, on poussera l'information directement dans les DMP. Merci. On a une deuxième question. C'est alors du réglementaire autour du SADP pour Sébastien. Quel est le statut réglementaire justement des SADP? Alors, là, ils sont en cours de certification. D'accord. Les logiciels de SADP sont en cours de certification actuellement, ce qui nécessite des fois des réajustements par rapport aux développements qui ont été réalisés. Je pense notamment à l'exemple qu'on a au CHU de Grenoble, qu'on est en train d'acquérir, Pharmia, où ils se mettent conformes à la réglementation pour avoir la certification. C'est la certification des LAP et des LAD, c'est ça? Oui. Ils sont dans ce LAP ou LAD, mais c'est pas les mêmes, non? Donc ils ont une certification. Je ne sais pas si c'est à part ou si C'est européen. C'est lié au marquage CE. Est-ce que dans la salle, il y a d'autres questions? Bonjour, Corinne Chauvet, pharmacienne à Montélimar. J'avais une question pour Monsieur Vitry. Est-ce qu'il y a encore un intérêt à uniformiser nos logiciels, nos dossiers patients dans les différents hôpitaux, puisqu'on aura maintenant un espace santé, enfin des données médicales seront ailleurs et on pourra. Enfin, pour moi, il n'y a plus d'intérêt, mais si vous pouvez me donner votre Alors, opinion. il y a deux choses, notamment à l'hôpital où il y a beaucoup d'informations et il y a beaucoup de détails. Et ça n'a pas vocation à être dans mon espace santé. Ce qu'on veut dans mon espace santé, c'est pas le dossier médical hyper détaillé de quelqu'un dans toute sa... Voilà, c'est avoir des éléments de synthèse qui soient partagés. Et ensuite, quand il y a besoin d'aller dans le détail sur un cas particulier et tout ça, les deux professionnels se mettent en relation et font une réunion de concertation pluriprofessionnelle, enfin, tout ce genre de choses. Donc, le contenu du DM de mon espace santé n'a pas vocation à remplacer les dossiers médicaux qui sont dans les différents espaces des uns et des autres. Après, l'opportunité d'uniformiser les logiciels au sein d'un établissement ou d'un groupe de territoire, ça appartient aux professionnels parce qu'ils ont un intérêt à l'avoir ou pas. Ça, c'est à eux d'en juger. Voilà. Ce qui est important, c'est que ces données communes minimales soient partageables facilement. Ensuite, sur les opportunités d'uniformiser les logiciels, on va dire à l'échelle nationale, non, ça n'a pas beaucoup de sens. Et l'enjeu de ce qu'on fait, c'est précisément de permettre aussi à un écosystème économique dynamique de continuer d'exister et pas d'avoir un logiciel unique pour tout le monde. Donc ça, on préserve cette possibilité. Par contre, dans un cadre et des règles qui sont strictes, où en gros, c'est la fin du, entre guillemets, alors n'importe quoi, dans le sens où chacun peut essayer de se préserver un espace personnel, enfin un précaré économique et d'empêcher les autres d'entrer dedans et d'empêcher la fluidité de cet échange de données au préjudice des patients. Donc il n'y a pas d'intérêt à uniformiser tous les logiciels à l'échelle du territoire national. Après, est-ce qu'au sein d'une structure ou d'un groupe de structures qui ont vocation à échanger au quotidien des choses comme ça, je laisse l'appréciation. Je pense que les services informatiques, eux, ont un intérêt à avoir quelque chose de plus homogène possible en termes de maintenance, de coûts, de tout un tas de choses. Mais après, cet équilibre, il est à trouver au sein de la structure et des coordinations. Mais en tout cas, la coordination minimale, elle est assurée effectivement autour de mon espace santé. Et indépendamment des outils que vous utilisez, vous devez retrouver les données des patients. Merci. J'avais une autre question. C'était pour savoir si les SADP, vous les avez évalués par rapport à des pharmaciens qui ont l'habitude de valider pour voir un peu l'impact du système, en termes de temps passé, puisque après, là, finalement, on va avoir d'autres alertes à valider. Mais est-ce qu'un bon pharmacien actuellement, intuitivement, il est formé, il a créé son propre réseau, lui, de modèles dans sa tête, et est-ce qu'il n'est pas... Voilà, je voulais savoir où on en était par rapport à ça. Voilà. En fait, le SADP, il va nous permettre de prioriser en fait les prescriptions. Ce qu'on ne voit pas si on fait tous les patients de l'établissement, on va les prendre un à un, mais on ne saura pas quels sont les plus à risque de ceux qui sont les moins à risque, on va dire, entre guillemets. Après, la construction des règles, elle se base beaucoup sur l'expérience, en fait. Et il faut que l'expérience qu'on a au sein de chaque structure, puisqu'on a quand même des typologies de patients qui sont différents, donc les règles, oui, il va y avoir un commun. Je
je pense, dans l'élaboration des règles, évidemment. Mais après, il va falloir des règles qui sont spécifiques, en fait, aux pratiques locales. Et ça va se baser sur l'expérience, finalement, qu'on réalise déjà, mais pas de manière exhaustive. Et après, est-ce qu'il y a eu des études qui ont évalué ça? À ma connaissance, pas encore, parce que les études que je vous ai présentées là, notamment, elles datent d'il y a 1 an ou 2. Donc ça commence en fait à avoir des valorisations scientifiques, mais on n'en est qu'au tout début de l'histoire. Ouais, juste un complément, c'est là où justement le cadre éthique que la feuille de route essaie de poser, c'est aussi sur cette question d'IA, c'est-à-dire de ne pas faire des boîtes noires dont on ne comprend pas comment elles fonctionnent et elles donnent un résultat que personne ne comprend, ou qui peut être induit sur des intérêts privés de tel ou tel opérateur quelconque qui voudrait prioriser des réponses et faire ce qu'on a fait, c'est-à-dire du placement de produits. Donc l'idée, c'est vraiment d'avoir aussi des algorithmes qui soient transparents, éthiques, qu'on sache comment ils fonctionnent et quels sont, et qu'ils soient avec une finalité dans l'intérêt évidemment du patient. Et ça, c'est un point qu'il faut absolument veiller. Et ça fait partie des sujets justement de poser justement ces règles. Et c'est pour ça qu'on a des marquages CE aussi qui garantissent la validité scientifique et la transparence de l'utilité de la donnée dans l'intérêt du patient et pas dans l'intérêt de quelques opérateurs qui voudraient mettre en avant telle chose ou telle autre. Donc ça, c'est hyper important aussi, on y travaille. Merci. Alors, je suis sûr qu'il y a encore plein de questions. On va avoir un temps de pause. C'est important de pouvoir échanger ensemble. Donc, ce que je voudrais qu'on puisse faire, effectivement, c'est remercier les 3 intervenants. Et sans doute, il y a encore plein de sujets qu'on n'a pas pu aborder. Moi, j'aurais adoré vous interroger sur les questions des outils de téléexpertise, hein, par exemple, puisque Florence, tu le mentionnais sur la question du lien entre la ville et l'hôpital, qui sont des choses qu'on voit dans la feuille du numérique, des choses sur l'analyse de la donnée, la valorisation, le pilotage. Et c'est vrai, quand on lit la feuille de route du numérique, il faut bien chercher pharmacien, c'est pas évident. On voit qu'on est concerné à plein d'endroits, mais on a un peu du mal à se positionner. Et je ne mentionne même pas la question de la sécurité, puisqu'on sait qu'aujourd'hui, mais certains dans la salle l'ont largement vécu, ce qui fait tomber un hôpital aujourd'hui, c'est la cybersécurité. Clairement. Et il y a beaucoup, par contre, dans la feuille de route, professionnels de santé, je crois que les pharmaciens sont inclus dans le lot. Je crois que c'est comme ça qu'il faut qu'on le lise en tout cas. Donc merci à vous tous et puis on peut applaudir tout le monde. Alors, pour les informations pratiques, comme on a un petit peu de retard, on va réduire le temps de pause, donc à peu près à 20 minutes. Et pour les personnes en visio, donc on reprendra la suite de la plénière ce matin vers 11h40. Merci.